français. Nous, de notre côté, nous en sommes à Podemos et l'exemple espagnol. Podemos, oui, nous pouvons, Podemos en espagnol. Jorge Lago, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'un des porte-parole du mouvement, l'un de ses responsables. Je crois que vous vous occupez surtout des relations internationales de Podemos, entre autres choses. On en a beaucoup parlé tout le long de la soirée. Vous êtes évidemment au courant de ce qui s'est passé en France il y a maintenant 8 jours avec la mort de ce jeune homme. Quel regard portez-vous sur la situation française, sur cette gauche au pouvoir qui est venue après 5 ans de sarkozysme et dont on a l'impression qu'à mi-mandat, puisque l'émission qu'est en train de faire François Hollande est une émission de mi-mandat, qu'elle se retrouve littéralement en guenille, cette gauche constitutionnelle et officielle? Je ne suis pas expert à la politique française, donc je vais pas. Non, mais votre regard m'intéresse. Mais les regards, c'est pas loin du regard qu'on a par rapport à la gauche espagnole, à la gauche, à la social-démocratie espagnole. C'est-à-dire que, bon, quelque chose qui est vide des projets des pays, des projets européens, qui dit une chose aux élections, mais qui demeure finalement une autre assez différente, et qui a dicté notamment des rapports de politique européenne, allemande, de la Troïka, des plans d'austérité qui, bon, de manière assez différentielle par rapport au sud, au nord, mais qui s'imposent véritablement en Europe, soit la gauche ou la droite qui est au pouvoir et qui finalement sont pas très loin l'une de l'autre. Avant de passer la parole à Ludovic Lamant, qui est le spécialiste pour Mediapart des affaires européennes, ce chemin que la gauche française a fait au pouvoir, parce qu'il n'avait pas fait campagne aussi explicitement là-dessus, c'est-à-dire ce chemin vers la social-démocratie ou le social-libéralisme, comme on voudra, est-ce que la gauche espagnole, elle, avait un peu d'avance, entre guillemets, et l'avait déjà fait? Elle l'a fait aussi. Elle a eu une approche, la gauche, la social-démocratie espagnole. Elle a fait aussi une campagne électorale carrément plus à gauche de ce que finalement elle a fait. Et surtout, elle a fait une politique d'apparence. C'est-à-dire, bon, certains droits sociaux importants sont mis en place, même s'il n'a pas eu après de l'argent pour les faire véritablement opératifs. Donc, ça a été que de la cosmétique politique. Mais on a vu carrément les virages, pas vers la droite, mais vers les dictées de la Troïka, de l'austérité, de ce qui s'impose en Europe. Donc, finalement, c'est pas la gauche espagnole ou la gauche française qui gouverne, mais des rapports de force qui sont un peu plus loin, quoi. Aux dernières élections européennes, vous avez fait 8% des voix. Ouais. Et vous avez eu 5 eurodéputés. Oui. Et donc, je le disais, dans les derniers sondages des grands journaux espagnols le week-end dernier, vous vous retrouvez en tête des intentions de vote pour les prochaines législatives. C'est correct, oui. Bon, ça a été rapide. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez été créé en janvier 2014. On a présenté Podemos le 14 janvier. On avait une hypothèse. Cette hypothèse-là disait, bon, il y a un espace politique à occuper. C'est rapide, c'est maintenant. La crise économique, sociale et politique en Espagne, elle est véritable. Ce n'est pas une crise de droite ou de gauche, c'est une crise populaire, c'est une crise citoyenne. Il y a un espace politique à occuper. On ne peut pas l'occuper à partir des identités politiques traditionnelles, à partir des discours traditionnels. Ça ne connecte pas avec la population qui est, par ailleurs, assez frappée par la crise. Il y a 6 millions de chômage, 5 millions de chômage en Espagne. Il y a des situations véritablement critiques, mais qui n'avaient pas de traduction politique, même pas les mouvements sociaux, les indignés, les bouleversements politiques qui avaient eu lieu en Espagne quelques années auparavant n'avaient pas eu de traduction politique. Donc il fallait être là, il fallait étudier comment le faire, il fallait comprendre que les consensus qui avait construit la démocratie, la faible démocratie espagnole, n'était plus sur place, qu'il y avait des autres consensus sociaux, mais qui n'avaient pas de traduction politique, et qu'il fallait la trouver, la créer en écoutant et en travaillant avec toutes ces populations-là. Et bon, l'hypothèse a marché. Continue à marcher. Ludovic Lamant. Alors peut-être pour commencer à essayer de comprendre et raconter comment vous fonctionnez depuis quelques mois, vous avez déjà là dit quelque chose de très important pour Podemos.
pas situé sous l'étiquette de la droite, pas non plus de l'étiquette de la gauche. Ça peut surprendre quelques électeurs de gauche français. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Pourquoi vous avez fait ce choix qui est un choix stratégique de base presque? Est-ce que voilà, vous pouvez revenir sur ces étiquettes que vous faites? Je sais que ça surprend et je ne vais pas cacher que moi je viens de la gauche. Et les gens qui ont créé Podemos viennent de la militance ou de la sympathie ou de l'affiliation des gauches. Mais on avait repéré pas mal de choses d'abord, et notamment que gauche et droite, c'est des métaphores. Et moi, j'ai un rapport avec les contenus de la métaphore, mais pas avec la manière de nommer, les signifiants ou les signifiés. Moi, ça m'est égal de parler des gauches, mais ça m'importe de parler des droits sociaux, des droits matériels. Et là, ça commençait à être véritablement important dans les mouvements des indignés. Les mouvements des indignés, on fait un refoulé, et on s'est écarté véritablement des philosophies politiques, des idéologies politiques qui parlaient tout le temps d'un futur qui n'arrivait jamais. Peu importe si c'était le futur de la social-démocratie qui va arriver n'importe où, au communisme, anarchisme, etc., mais qui parlait toujours d'un lendemain qu'on ne le voyait jamais et qui commençait à parler d'ici, d'agir, de construire la démocratie maintenant et pas là, parler des quand on va être démocratique, comment le faire, etc. Et là, pour nous, c'était important parce qu'on voyait clairement que les cadres politiques, les cadres de mouvements politiques n'étaient pas dans la gauche et la droite, mais étaient plutôt dans une unité populaire qui n'arrivait jamais, qui avait des identités politiques nouvelles qui n'étaient pas du tout dans le passé, c'est-à-dire le jeune qui était dans les places à Madrid ne parlait pas de la guerre civile, ne parlait pas des Franco, ne parlait pas des symboles de la gauche, et que tous ces symboles-là n'engageaient pas tous ces gens-là pour agir. Tous ces gens-là commençaient à agir pour des autres raisons. Même si les contenus des pratiques et les contenus des discours pouvaient être rapprochés à ce qu'on entend par gauche. Mais pourquoi était nécessaire de dire, bon, vous êtes de gauche? Non. Donc, ça a été déjà important. Mais après, c'était assez important de voir qu'il y avait 80% de la population en Espagne qui était d'accord avec ce qui s'est passé dans les places en Espagne en 2011, c'est-à-dire avec le mouvement des indignés, qui ne se mobilisaient pas, qui n'étaient pas des gens de gauche, mais qui étaient d'accord, qui sentaient qu'il y avait une crise politique, qu'il y avait une crise de représentation, que les systèmes politiques ne marchaient pas, qu'il n'y avait pas de la souveraineté économique et politique, d'une manière ou d'une autre, exprimée d'une manière plus ou moins complexe, et qu'on n'était pas capable de communiquer avec tous ces gens-là à partir des identités politiques qu'on avait, nous, dans notre poche. Je viens du marxisme, je viens de machin, peu importe. Parce que ça servait strictement à rien. Bon, ça servait à continuer dans la perte, dans l'incapacité de communiquer, dans la capacité d'agir avec la population, avec d'élargir le champ du possible. Alors, ce qu'il faut dire quand même, c'est que, du coup, vous parlez de la caste contre le peuple. Ouais. C'est un peu comme ça que vous redéfinissez, vous refusez droite et gauche et vous parlez de la caste et du peuple. Pareil, sur des étiquettes que vous rejetez, vous ne rentrez pas vraiment dans le débat, par exemple, sur la monarchie espagnole ou la République espagnole. Vous le prenez de biais, vous avez une manière de refonder comme ça les catégories politiques pour les imposer dans le débat. Est-ce que vous pouvez aussi raconter ça? Dans des questions de caste et peuple comme catégorie, comme nouvelle, pas nouvelle, mais comme une autre dialectique à mettre en place, c'est surtout dans celle de monarchie-république. Le problème, si on met, une fois que le roi a abandonné le trône à faveur de son fils, début d'année, il y a eu un débat. Ouais. Un débat qui pouvait s'exprimer de deux manières différentes. Celle de la gauche classique, la gauche communiste, etc., monarchie-république, ou celle qu'on a employée, qui était plutôt dire il y a une oligarchie, il y a une possibilité démocratique. On décide ou on ne décide pas. Ouais. Parler de république-monarchie, c'était s'inscrire dans des discours identitaires traditionnels de l'Espagne qui étaient des discours fixes, qui divisaient le champ politique dans des structures idéologiques préexistantes, mais qui n'étaient plus dans les discours et dans les débats véritablement populaires, mais celle il y a une hiérarchie qui gouverne sans être décidée par personne, et il a la possibilité de décider, y compris la forme d'État, mais pas seulement. Il faut décider sur l'économie, sur le modèle économique, etc. Donc le débat était on décide pas.
Et nous, on a fait les paris de jouer avec ces débats-là, ces cadres-là dialectiques, et pas rentrer dans cette identité où les cartes étaient déjà jouées, où on ne pouvait pas transformer le jeu. Moi, j'ai participé, j'ai assisté à votre congrès à mi-octobre, qui était un congrès où vous avez essayé de débattre et vous avez fixé une forme institutionnelle pour ce nouveau mouvement, puisqu'il n'en avait pas jusqu'à présent. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est que vous avez passé 48 heures à débattre de manière publique, ouverte, d'une seule question qui est comment prendre le pouvoir dans un an, qui est une question qu'on n'aborde pas de manière si frontale, il me semble, du côté de l'échiquier de la gauche française. Est-ce que vous pouvez raconter un peu pourquoi ça vous paraît nécessaire de consacrer comme ça ce congrès à cette question décisive? Et il y avait très peu sinon de messages politiques destinés aux Espagnols qui souffrent ou de la crise, etc. C'est vraiment un truc de questions politiques comme ça, très institutionnelles sur comment prendre le pouvoir. Est-ce que... Bon, même si c'est vrai, c'est ce que tu dis, tout à fait vrai, et il faut dire que c'était un débat sur la forme d'organisation du parti et le pari, disons, du cycle électoral politique. Ce n'était pas un congrès pour débattre autour des mesures contre l'inégalité, etc., qui va avoir lieu après. Même si, ça c'est vrai, c'est ce que je viens de dire, c'est vrai aussi que je pense qu'on a réussi, je le dis ouvertement, à sortir du vice traditionnel de la gauche, qui est plus préoccupé, pour avoir raison, mais jamais penser comment mettre en place ça et comment arriver au pouvoir. Et ces ruptures identitaires avec cette logique de s'enfermer sur lui-même, sur une sorte de vérité presque religieuse, où tu as raison, mais tu peux la mettre en place, tu peux gagner, tu peux arriver au pouvoir, tu peux faire tout ce que tu veux faire pour ces gens-là, s'y frapper, dans la merde, etc., etc. Tu peux faire quelque chose, non, bon, d'accord, on va commencer à débattre comment prendre le pouvoir, parce que, et là, on commence l'entretien à partir de ces données-là, parce qu'il y a la possibilité aujourd'hui en Espagne de prendre le pouvoir. Mais ça pose une question quand même sur, justement, vous avez parlé tout de suite du mouvement des indignés en 2011. On pourrait imaginer que le mouvement des indignés et toute cette population qui s'est retrouvée sur les places d'Espagne, ça pourrait devenir surtout, avant tout, des mouvements sociaux. Et pourquoi les indignés, pourquoi une des formes de l'indignation, c'est forcément une forme qui doit aller chercher le pouvoir dans l'arène institutionnelle? Pourquoi c'est nécessaire aujourd'hui? C'est pas nécessaire, mais c'est la lecture qu'on a fait, nous, chez Podemos. On a pensé traditionnellement les mouvements sociaux, la gauche, les mouvements alternatifs, anti-institutionnels, ont toujours pensé que si on accumulait des forces dans les sociales, dans les luttes sociales, dans les manifs, dans les grèves, dans les occupations, etc., il y aurait un moment absolument indéterminé que jamais on savait quand et comment il allait arriver ces moments-là, mais il y aurait un moment où toutes ces forces sociales-là se pourraient traduire en termes politiques, en termes de représentation politique, de force institutionnelle, donc du pouvoir. Mais c'est une sorte de récit assez faible, et qui jamais, parce que ça n'a jamais arrivé. C'était plutôt au contraire, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire, on accumulait des forces, on luttait, on allait aux grèves, on était dans les places, on occupait la Puerta del Sol à Madrid, qui était le centre symbolique de Madrid, mais ça commençait à avoir un rapport avec la même force qu'on avait mis en place au début, contradictoire, dans la mesure où on commençait à perdre des forces, perdre des gens, les gens ont besoin de continuer à bosser, de continuer à étudier, de rentrer chez eux. C'est-à-dire que la protestation s'épuise et l'exercice du pouvoir ne vient jamais. Ne vient jamais. Donc, à un certain moment, on dit il faut construire à l'inverse. Il faut commencer à construire à partir du politique lui-même, c'est-à-dire une candidature aux européennes. On peut construire de la force sociale à partir du politique et pas traduire simplement toute la force que tu accumules dans les sociales au politique. Tu peux construire à l'inverse, à un certain moment évidemment. Il y avait eu les indignés. Sans les indignés, tu construis une candidature européenne, peu importe, tu n'arrives jamais. Donc il fallait lire la situation politique en disant, le moment, le temps du social et de l'accumulation des forces a eu lieu. Ça, c'est pas épuisé, mais ça d'une manière ou d'une autre, rester latente, rester dans une sorte d'attente
Et il fallait commencer à construire à partir du politique pour réussir à rassembler pas seulement tous ces gens-là qui étaient dans les rues, mais aussi à tous ces gens-là qui étaient chez eux, qui regardaient avec de la sympathie à tous ces gens-là, qui n'étaient pas forcément mobilisés, qui n'étaient pas forcément politisés. Et qu'on pouvait politiser à partir d'une candidature européenne. Dans ces cas-là, mais ça aurait pu être aussi dans le cadre des élections régionales ou nationales, mais on pouvait construire de la force sociale du mouvement à partir du politique. Et ces lectures-là étaient interdites, absolument interdites dans la gauche mouvementiste ou dans l'extrême gauche ou dans les mouvements. Étaient interdites de construire à partir de la représentation. Avant de donner la parole à Ludo, ça me fait évidemment penser à quelque chose, on a dû souvent vous faire le coup, mais comment vous considérez le mouvement en Italie de Cinque Stelle, de Beppe Grillo? Parce que, quoi qu'on en pense, là aussi, c'est un mouvement qui s'est constitué pour troubler le jeu institutionnel. Pas forcément pour l'exercice du pouvoir, mais pour dire, voilà, nous les vieux partis, on arrive au milieu, va fanculo de, etc. Ouais. Et le terme que vous avez employé tout à l'heure, le terme de caste, le peuple contre le caste, ça a été un énorme best-seller en Italie dans les années 90 avec un livre qui s'appelait La caste. Et là, évidemment, c'était les vieux oripeaux du PCI ou de la démocratie chrétienne. Comment vous regardez ça? D'une manière assez ambivalente, parce qu'il est vrai qu'il y a des ressemblances. Il est vrai qu'ils ont réussi à faire quelque chose qui est assez importante, qui est joué dialectiquement avec la caste pour se donner une identité. C'est-à-dire quand tu n'as pas, et ça nous est arrivé à nous-mêmes, quand tu n'as pas une identité politique pour t'appuyer, l'héritage de la gauche, l'héritage des luttes, etc., qui te permet de dire nous, et tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire nous. Quand tu n'as pas ça, nous, on ne l'avait pas en Italie, eux, ils ne l'avaient pas. Et la construction de l'identité d'une manière dialectique, c'est un gros antagoniste, c'est eux, la caste, c'est qui vous gouverne, c'est qui, la mafia, les machins. Ça permet de construire une identité là où il n'y en avait pas. Une identité assez faible, évidemment, parce qu'on partage qu'un ennemi. Mais ça marche. Ça marche. Faible et très composite. Et très composite, faible, mais qui permet de commencer à construire, pas en Italie, je pense qu'en Espagne, ça commence à être en place, ça permet de construire quelque chose qu'il n'y avait pas, qui est le concept de peuple. Et face à qui? Face à une structure économique et politique liée à l'Europe d'un côté et à la corruption de l'autre côté, qui est assez liée en Espagne, et qui n'est pas seulement une construction dialectique, discursive, qui ont sorti de la poche de n'importe quelle manière, mais qui a une évidence empirique et historique assez claire. En Italie, le problème, c'est que, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui veut Grillo, je ne sais pas quel est le modèle de transformation sociale. Nous, on a dit de manière assez claire et nette, réforme fiscale, égalité, démocratie économique, etc. Grillo, il n'est pas dans la gauche au Parlement européen, mais ailleurs de la gauche, il n'est pas au GUE. Donc, c'est assez ambigu. Il a compris, à mon avis, qu'il fallait renouveler des formes d'agir et des manières de construire des identités, mais je ne sais pas pour quel projet. Ludovic. Peut-être qu'il faut raconter un peu mieux comment fonctionne Podemos. Alors, il y a ces cercles, qui sont un peu des assemblées qui fonctionnent aux quatre coins de l'Espagne et qui sont la marque un peu de fabrique de Podemos. Oui. Il y en a 300 ou 400. Non, il y a près de 1000. Ah oui. Il y a même un cercle à Paris. Alors, oui, d'accord. Et ce qu'il faut dire, donc, il y a à la fois des cercles thématiques, des cercles liés à des villes ou des villages précis. Et ensuite, vous avez, donc maintenant, vous allez avoir un secrétaire général qui sera sans doute Pablo Iglesias. Donc là, il y a un vote qui a lieu courant novembre, c'est ça? Un vote électronique sur... Fin novembre, début décembre, oui. Vous avez pris le terme de secrétaire général? On l'a pris, oui. On l'a pris. Alors du coup, on y vient. Je pense qu'il faut poser... Il y a beaucoup de gens, et c'était une des questions de votre congrès, c'est que vous avez construit finalement un parti avec un poste assez classique de secrétaire général. Et certains disent que la voix des cercles, des assemblées sur le terrain, va être un peu moins écoutée, aura moins de poids que ce qu'elle avait avant.
On va en débattre. Qu'est-ce que vous dites de ceux qui disent finalement, après les assemblées, pour des raisons d'efficacité politique, vous avez banalisé la forme de Podemos et on se retrouve avec un parti, avec un leader très médiatique, très charismatique, brillant dans les médias, très présent dans les réseaux sociaux et qui fait l'essentiel du travail. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? C'est des critiques que je peux comprendre, mais qui ne sont pas véritablement bien dirigées au problème. Tout d'abord, c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller au-delà de la militance traditionnelle, qui est une manière de construire un parti à partir de gens qui ont le plus de temps pour passer aux assemblées militantes, qui sont les gens qui arrivent au pouvoir dans l'intérieur du parti et après dans l'extérieur du parti, grâce au rapport à l'intérieur du parti, à l'intérieur des espaces des assemblées, des espaces régionaux, thématiques, etc. On a essayé d'aller au-delà de cette structure interne du parti qui, d'une manière ou d'une autre, arrivait toujours à mettre en place, à mettre aux têtes de partis et aux gens les plus capables de faire de la politique interne, de passer du temps, etc. Mais pas forcément à la société civile, aux gens qui ont lutté là, ici, etc. Qui normalement ont un certain refus des partis politiques et surtout de ces structures de partis. Donc le débat n'a été pas, même si la presse en Espagne l'a compris comme ça, n'a été pas le pouvoir des cercles verts, le pouvoir du secrétaire général, mais a été plutôt, les débats internes, a été plutôt, on crée ces structures intermédiaires dans les partis, comme tous les partis traditionnels de la gauche et de la droite aussi, qui permet de créer une sorte de bureaucratie éloignée du social, éloignée des luttes, éloignée des gens qui ont destaqué, qui ont fait des choses intéressantes dans les luttes pour l'éducation, pour la santé, etc., où on fait ça, où on reproduit une bureaucratie. Comment faire pour rompre dans une organisation politique nouvelle avec ces structures intermédiaires? Et ce qu'on a dit, bon, il faut tout décider par tous les inscrits, voix directe, vote direct. Le secrétaire général est voté directement par tous les militants de Podemos, pas par les structures intermédiaires. Mais une fois qu'il mais le secrétaire général ne décide pas sur les programmes, mais tout le monde. Donc, il n'a pas ces pouvoirs-là, qui est le pouvoir classique d'un secrétaire général. Il n'a pas non plus le pouvoir sur les listes électorales. Ce n'est pas lui qui les fait, c'est des premières ouvertes. Donc, si tu ne permets pas au secrétaire général de décider sur la ligne politique, parce que le programme est fait par tous les inscrits, par tous les militants de Podemos, et tu ne décides pas sur les listes, sur les gens qui vont occuper les postes parce que c'est les premières, tu n'as pas le pouvoir qu'a un secrétaire général. Donc, par exemple, sur un cas précis, il y avait un débat entre, d'un côté, 3 porte-paroles du mouvement, qui est une idée. Porte-parole, c'est un concept d'indigné, c'est un truc il y a beaucoup de mouvements sociaux qui ont indigné, et secrétaire général, vous savez, vieille politique, PSOE, en gros. Pourquoi vous avez choisi un truc de secrétaire général? Je ne sais pas pourquoi on l'a choisi, moi. Vous êtes dans l'équipe mais ce qui est vrai, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, n'est pas la même chose un secrétaire général qui ne décide pas sur les choses habituelles. Et peut-être, je ne sais pas si ça a été la raison, parce que je ne me rappelle plus pourquoi on a décidé ce nom-là, mais peut-être que c'était justement pour renforcer un tout petit peu les pouvoirs qu'il n'y a pas. Ce secrétaire général dans une structure qui est décidée d'une manière assez ouverte par 200 020 personnes maintenant qui sont les inscrits, les militants de Podemos. D'accord. Ça peut être bien de creuser un peu et de voir un peu les éléments du programme maintenant que vous défendez. Vous avez dit que vous aviez des points précis qui avaient émergé. Alors pendant le congrès, il y a eu aussi un vote électronique sur des résolutions qui avaient émergé des cercles. Et les 5 résolutions qui avaient été les plus votées sur le site de Podemos sont devenues la position officielle du mouvement. À peu près, oui. Est-ce que c'est des... Alors, je le raconte dans un des articles qu'on a publié. Il y a un audit de la dette, pour le dire, une question du droit au logement, et un moratoire sur les expulsions, je crois, qui sont des questions pressantes et urgentes en Espagne. Ça reste, je trouve, des priorités, mais on n'est pas encore dans le détail de comment faire une politique publique, mais vous en êtes à la création d'un mouvement. Par contre, il y a des questions qui ont émergé aussi, et c'est une autre critique qu'on a un peu senti, qui était le programme est en train de s'adoucir. Il y a des gens qui disent, des références à la social-démocratie. Iglesias dit maintenant, on veut faire la social-démocratie comme qu'il y avait il y a 30 ans. Il a dit ça dans un de ses bouquins. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des points communs vraiment avec la social-démocratie d'il y a 30 ans? Ou est-ce que pour vous, c'est complètement autre chose qu'on construit? Ou est-ce que...
Tout d'abord, si il y a des points communs avec la social-démocratie il y a 30 ans dans un contexte néolibéral et avec des politiques d'austérité en Europe, etc., ça veut dire qu'il n'y a aucun rapport. C'est-à-dire que même si on peut prendre des mesures d'il y a 30 ans dans l'espace politique actuel, on n'est plus social-démocrate, on est autre chose. Et dans la mesure où, aujourd'hui, ça ne veut pas dire la même chose. Et parler je sais pas, d'égalité, parler des politiques publiques, parler de nationaliser des secteurs stratégiques. Tellement les sociétés se sont droitisées et libéralisées. Et surtout au Sud. Surtout au Sud. Il faut parler, surtout en étant en France, je pense que c'est un clivage assez important. Les pays qui doivent de l'argent et les pays qui ont prêté de l'argent. C'est un clivage absolument central dans la politique européenne. L'Espagne doit beaucoup de l'argent, est un pays qui a décidé d'une manière claire et nette payer la dette par-dessus de n'importe quelle autre mesure, et ça a construit une réalité sociale absolument dramatique qui permet de comprendre pourquoi il y a une désaffection vers la politique traditionnelle en Espagne, claire et nette. Maintenant, parler d'une politique économique étatique, de politique des demandes agrégées, qui ont dit néo-keynésianisme, etc., oui, mais c'est aujourd'hui dont on parle. Il y a 30 ans, moi, je n'aurais pas parlé de ça. Et d'ailleurs, je ne le parlais pas il y a 20 ans, pas 30, que je n'étais presque pas né. Donc, ce n'est pas une question de on s'est désidéologisé ou centré, etc. Mais c'est une question de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, quelles mesures on peut mettre en place face à. Je reviens sur ça parce que dans ton article, il y avait une référence que j'ai beaucoup aimée. Tu posais la question, je ne me rappelle plus si c'était un sociologue, qui, justement en parlant de. Ils se sont centrés idéologiquement. Il faut gagner, il disait la personne dont tu fais l'entretien, mais il faut gagner correctement. Il vous faisait un peu le procès de dire que la manière dont vous évitez certaines questions va poser des problèmes une fois que vous serez au pouvoir. Oui, mais j'adore l'idée de gagner correctement, issu de quelqu'un qui n'a jamais gagné. Et on n'a jamais gagné, on vient de perdre. Qu'est-ce que ça veut dire gagner correctement? Je ne sais pas. Je sais qu'est-ce que ça veut dire gagner correctement. Je crois savoir d'une manière un peu symptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire gagner salement? Non, ça veut dire perdre. Gagner correctement, c'est gagner correctement. Comment tu voudrais gagner selon les règles qu'on va mettre en place une fois qu'on a gagné. Selon le monde transformé une fois que tu as gagné, c'est-à-dire l'impossibilité réelle de gagner. Donc, jamais on va gagner correctement, on va gagner. Point barre. Point barre, on va gagner comme on peut maintenant en Espagne, et j'imagine qu'en France aussi, n'importe où en Europe. Et donc, j'imagine que ça veut dire la question des alliances. Non, pas tellement. Ça veut dire la question du discours, ça veut dire la question de comment communiquer à une population qui est véritablement frappée par la crise, mais qui n'a aucun intérêt au débat néo-keynésianisme et post-marxisme par rapport aux mesures économiques, mais qui a besoin de mesures et qui a besoin des références politiques, qui a besoin d'une construction identitaire en termes politiques qui permet d'aller au-delà de l'isolement économique et social qu'il y a en Espagne, etc. Gagner, pour nous, ça veut dire arriver à la possibilité de transformer. Et à partir de cela, il faudrait évidemment voir jusqu'où on peut y aller. Une dernière question. Une ou deux. Voilà. Juste un petit truc sur la sortie de la zone euro et après peut-être sur la politique française. J'ai eu du mal à comprendre, et je voulais où en sont les débats à Podemos, parce que c'est des débats très forts aussi en France et dans plein de pays en ce moment dans la zone euro, sur la question de l'euro. Parce que audit de la dette, ça on a bien compris, retrouver des marges de manœuvre pour freiner les politiques d'austérité et construire des alternatives économiques. Sur la question monétaire, est-ce qu'il y a une ligne, il y a des débats très forts, où est-ce que vous en êtes ? Évidemment, il y a des débats aussi chez Podemos sur l'euro. Il y a des gens qui ont parlé du besoin de mettre les débats, y compris celui de sortir ou pas sortir de l'euro. Moi, personnellement, les gens qui ont construit jusqu'alors les discours économiques chez Podemos, nous ne sommes pas d'accord avec la sortie de l'euro. Mais il est clair et net qu'il faut une démocratisation absolue de la Banque centrale européenne. On ne peut pas continuer à prêter de l'argent
l'argent directement aux banques et pas au pays. Donc, impossibilité absolument de politique monétaire chez les pays. Il faut absolument parler d'une unité fiscale, d'une uniformation fiscale qui n'existait plus. Et donc, il faut reconstruire et transformer profondément l'euro. Ça veut dire des alliances en Europe, ça veut dire que l'avenir de Ça veut dire voir qu'est-ce qu'il va faire Tsipras quand il gagne le Podemos pouvoir. dépend de l'avenir de Tsipras en Grèce. Est-ce que vous avez besoin de Tsipras en Grèce pour faire ce Disons que les possibilités de faire des transformations importantes en Espagne ne dépendent pas absolument, mais dans une mesure importante, de ce qui se passe en Grèce, de ce qui se passe en France, de ce qui se passe au Portugal. Pour nous, la possibilité de la victoire de Syriza en Grèce dans un peu de mois et après en Espagne de Podemos, ça peut marquer un changement assez important dans le sud d'Europe. On a du pouvoir seulement, au moins, pas seulement, au moins on a du pouvoir face à des négociations. L'Espagne, elle est trop grande pour too big to fail. Et donc, on n'a jamais utilisé ce pouvoir-là pour négocier avec la Troïka. En Grèce aussi, il y a des possibilités politiques qui n'ont pas été mises en place. Je pense que du sud de l'Europe peut commencer un petit changement pas un grand changement même, dans les rapports de force en Europe. Et alors du coup, sur la France, si on regarde un peu ces derniers temps, il y a eu quelques partis un peu nouveaux, par exemple aux européennes, Nouvelle Donne. Maintenant, depuis quelques temps, Jean-Luc Mélenchon a lancé un mouvement pour une 6e République. Oui. Vous avez suivi cette dynamique. Ouais. Comment vous regardez ces choses-là? Est-ce que pour vous, on peut faire un copier-coller de certaines idées de Podemos pour la France? Est-ce que les choses sont très différentes et c'est impossible? Est-ce que la démarche, est-ce que ça vous intéresse? Comment vous regardez tout ça? Oui, ça intéresse énormément. Et moi, ça m'intéresse beaucoup. C'est ce qu'essaye de faire Mélenchon avec la 6e République. Ça me paraît assez intéressant. J'ai même eu l'occasion de parler avec lui parce qu'il est assez intéressé à Podemos, etc. Je pense que moi, je l'ai dit de manière assez personnelle, mais ça m'a toujours frappé la dérive de la gauche, surtout de la gauche à la gauche du Parti socialiste en France, et de la faiblesse et de la difficulté à se reconstruire et avancer. Je pense que pour nous, c'est absolument nécessaire des forces en France qui vont au-delà de la social-démocratie classique, liée de manière directe aux politiques d'austérité. Je pense aussi qu'il y a un défi, mais je ne vais pas parler de la politique française, je ne suis pas français, je ne suis pas expert, mais ça me paraît dramatique que le Front National existe, et pas seulement qui existe, mais qui existe en occupant un espace politique qui aurait dû être celui de forces progressistes. Ce que vous essayez de faire. Et que c'est ce qu'on a réussi, mais évidemment pour nous ça a été carrément plus facile, les raisons historiques, etc. sont complètement différentes, mais c'est vrai qu'on a occupé un espace politique que si nous on n'occupe pas, on ne sait pas qui aurait pu l'occuper. On l'a vu aussi en Italie, on parlait tout à l'heure avec Grillo, il aurait pu aller vers des mesures et des lignes politiques qui transforment les rapports de force en Europe ou qui les reproduisent. Évidemment, le Front National, on sait c'est ce qu'il fait. Non, on sait quel espace politique occupe et aussi quel discours et vers quelle direction. Dernière question. Non mais sur les... Tu veux conclure? J'en conclue. Après, moi, j'ai envie de débattre plus concrètement sur le mouvement de la 6e République, etc. Est-ce que vous avez surgi, absolument aucun citoyen espagnol, enfin, vous n'étiez absolument pas connu du grand public, et en 10 mois, vous surgissez. Il se pose la question aussi du renouvellement de la classe politique, est-ce que c'est possible de le faire avec Jean-Luc Mélenchon, Nouvelle Donne, avec d'autres cas? La question des personnes aussi. Est-ce que c'est des choses qui vous importent ou pas? Moi, ça m'importe parce que ça m'intéresse la politique française. Pour le moment, on a beaucoup de boulot pour penser à toutes ces choses-là. Je ne vais pas entrer dans un débat que je connais véritablement bien. Je vois très bien l'idée de Mélenchon d'aller au-delà des identités traditionnelles de la gauche, qui ne sont pas capables de connecter avec une population, surtout jeune, qui est carrément au-delà de ça, ou à côté de la plaque, quoi, qui se ressentent, qui se sentent pas interpellés quand on parle de la gauche, quand on parle du Front populaire, quand on parle du 36 ici en France, qui pour eux, c'est des références qui n'existaient plus, ou qui n'existaient pas, pardon.
Et ça m'intéresse de voir des gens qui, à partir de certaines idées communes avec Chez Podemos, essayent aussi de créer des rassemblements populaires, des unités populaires et pas des unités de la gauche, qui n'arrivent pas à aller au-delà d'un 10%, 11% des voix, et qui ne vont jamais aller au-delà de ça dans une structure sociale, identitaire et politique dans toute l'Europe qui est coincée là-bas, qui a été coincée là-bas depuis les 15 dernières années. Merci beaucoup. Merci à vous. De cet entretien particulièrement passionnant. Qu'est-ce qu'il a dit, Louis Pédel? Je n'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Oui, nous pouvons. Oui, nous pouvons, Podemos. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cet exemple très concret, pour le coup, de réinvention politique et de réinvention démocratique. Puisqu'on en parle de réinvention politique et démocratique, quoi de neuf, Hubert Huertas, du côté de Face aux Français? Oui, comme vous dites, écoutez, je vais quand même essayer parce que c'est mon boulot et parce que j'avais promis de le faire. Troisième partie très classique avec les questions d'Yves Calvi, une série de questions habituelles sur la confiance perdue par François Hollande, qui répond, qui défend sa politique. Question, mais quand viendront donc les fruits de la politique actuelle? François Hollande dit qu'un président de la République, ça travaille pour son successeur. Il y a un engagement à propos des impôts, un engagement qui, là, se veut solennel. À partir de 2015, il n'y aura plus d'impôts supplémentaires. Donc, rideau officiel sur l'idée de la fameuse réforme fiscale qui avait fait l'ensemble de la campagne. Avant de terminer, tout de même, l'annonce qui fera peut-être référence, qui sera peut-être l'annonce de la soirée, une annonce sur l'élargissement du service civique qui deviendrait universel et qui pourrait devenir même obligatoire, 2 à 3 mois obligatoire, et qui pourrait passer par un référendum. Nous verrons. Écoutez, sur le bilan, est-ce que cette émission correspondait à l'enjeu? L'enjeu, c'est que la France est en crise, une crise politique, une crise institutionnelle, une crise sans doute morale, et très clairement, cette aimable conversation, on peut le qualifier comme ça, cette aimable conversation n'était pas une émission de crise. Au-delà des annonces diverses, le ton de François Hollande, c'est ainsi d'ailleurs, c'est une phrase qu'il prononce en direction des Français, qu'il a beaucoup répété. Je veux vous dire, c'est que vous êtes, vous, Français, vous êtes un peuple exceptionnel. Ben, tout simplement, on a eu affaire ce soir à une nouvelle forme de méthode Coué. En général, la méthode Coué, c'est pour se persuader soi-même. Là, c'était pour persuader tout un peuple. Je crains qu'avec cette méthode Coué, pardonnez-moi l'espèce de jeu de mots, mais je crains que le peuple n'en reste quoi? Il a fini dans le brouhaha. Vous me pardonnez? Merci, Hubert Huertas. Est-ce qu'il faut vous redonner la parole pour la fin ou c'est terminé? Ah oui. Vous savez, dans la mesure où j'ai pu pendant toute la soirée, je peux encore. Hein. Bon, d'accord. Donc, allez, dans 20 minutes à peu près, on conclura ensemble. Mais donc... il a fini, alors je vais brosser une petite conclusion, mais je l'ai déjà fait. Ah bon, mais très bien. Bon, mais gardez-la pour tout à l'heure, ce sera parfait. Allez, dernier plateau avec des alternatives concrètes et des exemples. En fait, il y a des invités qui sont restés avec nous et merci à eux. D'abord, Ben Lefetté, donc vous étiez là tout à l'heure comme porte-parole des opposants au barrage. Vous êtes resté avec nous. Merci d'avoir patienté tout ce temps. Mélanie Gabard, bonsoir. Vous faites partie de Alternatiba. Et en fait, Alternatiba, comment on peut le définir? C'est une association